Bonjour et merci de votre présence et de votre participation de fait. Alors, tout simplement, pour cette séance de travail, je vais me permettre, car je ne suis pas complètement vraiment spécialiste de la situation sociolinguistique du basque, je la connais par comparaison. Euh, et je ne l'ai pas approfondi. Toutefois, je vais vous proposer une présentation un peu générale à ma façon. Alors, juste un rappel simple pour, non pas pour les bascologues qui seront ici en présentiel ou en distanciel, mais pour les autres, un rappel des réalités sociolinguistiques, linguistiques, pardon, du basque, tout simplement. Alors, ce qu'on entend par Pays basque, un peu comme on voit ça pour d'autres pays et régions de langue minoritaire, c'est qu'on n'a pas, c'est tout à fait presque banal, classique, d'adéquation entre un territoire linguistique et un territoire politique, voire identitaire, comme c'est le cas, par exemple, pour la Bretagne, partagée entre une zone celtisante et une zone romane. Donc, cette carte, qui qu'il faut voir dans le cadre des premiers grands travaux de dialectologie en Europe, à partir de la moitié du XIXe siècle, a été établie par le prince Louis-Napoléon Bonaparte, et mon grand bascologue de l'époque, et qui a proposé une sectorisation en dialecte pour la langue basque, qui de fait a continué jusqu'à notre époque à servir de référence, même si par ailleurs il y a eu d'autres approches, je pense en particulier à celle de Paul de Soissons, voilà, je dirais, qui se détache un peu, entre autres, des dénominations à travers des zones traditionnelles, des noms de province, qui apparaît comme plus neutre et puis qui change un peu le découpage. Alors là où on voit, ce que l'on voit apparaître, bien sûr, sans détail, c'est que on a dans ce Pays basque historique, dans lequel vous avez une partie, un côté espagnol qui comprend, on n'y reviendra pas, l'actuelle communauté autonome dite d'Euskadi ou Pays basque, la partie nord, communément appelée de nos jours Pays basque nord, et puis aussi la Navarre, qui a toujours constitué une entité relativement à part, puisque héritière politiquement de l'ancien royaume de Navarre, qui du reste n'a pas utilisé le basque à des fins administratives, mais l'occitan d'ailleurs au Moyen Âge pendant 2 ou 3 siècles, et puis le latin, le castillan, mais aussi le romantais de Navarre, bien sûr. Donc, on a des zones, si vous voulez, parce qu'on sera amené à y revenir, en particulier pour la partie sud de cette entité euh, donc politique et identitaire, notamment en Navarre et en Alaba, où cette partie sud est romane depuis principalement les origines, où la documentation ne fait que très peu apparaître des liens avec la langue basque. Toutefois, on sait, c'est documenté, c'est parfaitement connu, qu'il y a eu une zone assez large de reflux de la langue basque au fil des siècles, tout à fait identifiée, en Navarre, qui inclut la région qu'on appelle traditionnellement de la Cuenca, toute cette région qui va de Pampelune jusqu'à, en gros, Estella, Tarfaglia et tout ça. Et puis, on a eu le même phénomène en Alaba, où la zone traditionnelle de transmission, héritée traditionnelle du basque, s'était limitée jusqu'au 19e siècle, au début 20e, à la partie nord de la Lande. Et pareil pour la partie occidentale de la Biscaye. Alors, bien sûr, côté nord, on a un phénomène finalement relativement proche. Voilà, on a la zone, si vous voulez, dite du BAB, qui représente un enjeu important, où le basque, bon, a été de toute façon plus ou moins présent, ne serait-ce que par contact,
Et puis aussi, il n'y a jamais eu de frontière établie et étanche, c'est-à-dire dans la zone de Biarritz à Bayonne, et puis ce prolongement le long de la Dour qui existe toujours, où l'Occitan gascon, donc dans sa variante gasconne, a été présent jusqu'à récemment. Et actuellement, on a, je dirais, des deux côtés, euh, un phénomène je dirais, qui structurellement se ressemble, si vous voulez, c'est par rapport à ce territoire proprement linguistique hérité, traditionnel, on a donc de nouveaux territoires, je dirais, avec beaucoup de guillemets, parce que ce sont des territoires sans frontières claires ni étanches, des territoires sociolinguistiques, avec une présence, une progression du basque dans la zone urbaine BAB, Biarritz, Anglette, Bayonne, qui traditionnellement donc était lié, et est encore évidemment fondamentalement lié à l'Occitan. Mais il y a cette présence sociolinguistique tout à fait réelle, de même qu'on l'a, que nous l'avons dans les zones que j'ai mentionnées, sur la partie sud et occidentale du domaine basque côté Espagne. Donc tout ça va rentrer évidemment en jeu de façon importante et dans les questions de politique linguistique. Une présentation rapide de la réalité sur les démons linguistiques, on va dire, de la langue basque actuelle, sans détail, en me référant simplement à la dernière enquête sociolinguistique qui a été établie sur l'ensemble du Pays basque, hein, euh, donc dirigé par c'est-à-dire répandu sur la Navarre, l'Euskadi et le Pays basque nord au côté français, avec des financements des collectivités publiques territoriales concernées, des communautés autonomes, ou forales pour la Navarre, et puis la participation des organismes similaires au côté français à travers l'OPLB, n'est-ce pas, l'Office public de la langue basque côté français. Alors, je n'ai retenu que quelques chiffres, puisqu'il faut être bref, et déjà, je suis souvent. Vous voyez, là, on est, je vais commencer par ça exprès, bien sûr, sur la partie côté français. Alors, bien sûr, ces pourcentages sont à prendre toujours avec, disons, relativisme, puisque c'est déclaratif. 20% de bascophones déclarés bilingues. En réalité, de bilingues basque-français, déclarés comme tel. On verra après pour quelques détails. 70% de bascophones, 9% de non-bascophones, c'est-à-dire qui ne connaissent que le français, et de bascophones réceptifs. C'est une catégorie, bien sûr, un peu floue. On a, dans les enquêtes sociolinguistiques pour l'Occitan ou pour d'autres langues minoritaires, on a toujours quelques difficultés à définir cette catégorie. Et bon, pourquoi pas, bon, ça me semble assez parlant. Donc, a priori, ce sont des locuteurs qui connaissent un peu le basque, qui le comprennent, mais pas complètement, et qui peuvent échanger un petit peu. On est à peu près d'accord. Enfin, on croit y revenir. C'est très vague. C'est très vague. Et c'est très variable. Pour les autres langues, c'est exactement pareil. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces enquêtes se font donc depuis 1996, c'est la septième. Donc, on peut faire une comparaison. On a incontestablement une érosion, malgré, disons, par rapport aux autres situations de langue minoritaire en France, puisque là, je suis dans le cadre français, c'est là qu'on a, par rapport au nombre d'habitants, le plus d'investissement, je dirais, de la part des habitants eux-mêmes en termes de glotopolitique. Il y a une demande, il y a une structuration de la demande qui vient d'en bas, c'est connu et reconnu. Et puis, il y a aussi des offres qui, globalement, sont jugées, à tort ou raison, plus importantes peut-être que dans d'autres régions. Toutefois, ça répond aussi à une mobilisation qui est mieux structurée aussi. On a malgré ça une érosion, là, qui, à mon avis,
est très faible par rapport à celle qu'on va trouver pour d'autres langues minoritaires. Mais il ne faut pas en méconnaître ou en sous-estimer l'importance quand on va comparer après avec ce qui se passe de l'autre côté. Alors, basque transmis en famille, 13%. Bon, il faut voir que si on compare avec l'occitan, par exemple, l'occitan transmis en famille, c'est inférieur à 1%, globalement, pour les approches que l'on peut en faire actuellement. En revanche, ce qui est un peu surprenant, si vous voulez, c'est que on a ce chiffre de 36% en faveur de la promotion du basque, qui va contraster avec des chiffres beaucoup plus optimistes, j'emploie volontairement le terme optimiste, pour d'autres langues minoritaires, en particulier pour l'occitan, où les attitudes globalement paraissent plus favorables. Attention, tout ça est déclaratif, et il faut le voir en fonction du contexte. Là, il y aurait une analyse fine à faire, je dirais, bon, par rapport au contexte, en termes de sciences politiques peut-être aussi, et de sociologie. Le 14% contre, carrément, ce qui est un chiffre relativement important, à mon avis. Et pourtant, il est en baisse par rapport à, à la cinquième enquête de 2011. Alors, en baisse très faible. C'est de l'ordre de 2 ou 3%. Voilà. J'ai mis entre parenthèses, parce que je ne vais pas m'étendre dessus, pour avoir ça en regard, les taux globaux de l'enseignement, du basque dans l'enseignement, ou bien sûr, comme de façon très standard pour les autres langues minoritaires en Europe, à tout le moins, disons, l'investissement et aussi la demande est importante et se traduit par ces chiffres au niveau primaire. Elle décroît après vers le lycée, toujours, partout. En tout cas, dans ce genre de situation dans laquelle, finalement, de ce point de vue, la France est à peu près dans un standard moyen européen. Donc 42%, sachant que dans ces 42%, je n'ai pas le détail ici, je ne l'ai pas mis, mais la part la plus importante est dans le bilingue public et privé par rapport à celle de l'immersif type ICASHOLA, donc associatif. Je dirais sur l'ordre de tiers entière, on sera à peu près d'accord, hein, primaire. Donc 23% au collège, ce qui évidemment est peu, c'est presque la moitié, mais qui reste toujours beaucoup plus important que pour les autres langues minoritaires ou régionales. Et voilà pour le lycée. Donc, je change. Voilà. Juste comparaison plus rapide et avec des commentaires moins longs. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on les compare avec la situation, alors là, je n'ai pas pris le cas d'Alain Navarre, qui en fait va se situer dans une position plus ou moins intermédiaire entre Pays Basque Nord et Pays Basque Sud, sachant que, on va y revenir après, en Navarre, on a 3 zones, c'est-à-dire qu'il y a une grande zone sud qui n'est pas non plus très peuplée, où le basque dans l'enseignement est peu présent relativement. Et donc, ça modifie les chiffres globaux. Alors, bon, vous voyez comment ça se présente. Bien sûr, on a des chiffres beaucoup plus significatifs. Ils sont moins importants que pour le catalan, où là, on peut multiplier par 2. 36% de bascophone, vous pouvez aller jusqu'à 70%, même 80% pour le catalan. Mais attention, le catalan partait de plus haut, le basque de plus bas, quand il y a eu les politiques linguistiques dans les années 80 en Espagne. Et puis, le catalan est une langue romane. Il n'y a pas la distance linguistique très grande qu'il faut gérer pour l'apprentissage, pour les scolaires et aussi adultes. Je pense à ce qui se fait dans l'administration depuis longtemps. Donc, il nécessite un investissement qu'il faut multiplier par 10 en fait, en termes sûrement même financiers. Moins, je pense, la prise en charge de l'enseignement pour adultes dans l'administration. Mais bon, ça se gère, ça se fait. Et donc, la progression, vous voyez, j'ai mis 24% en 96. On est passé à 36%. Bien sûr, ce n'est sûrement pas exactement ça, mais c'est significatif en termes sociolinguistiques d'une réussite, c'est clair.
avec une proportion plus grande en guipuscoa, parce que sur les trois provinces constitutives de la communauté de Euskadi, c'est la province du Guipuscoa, donc avec Donostia San Sebastián, qui est la capitale, où le basque est le plus présent, vient ensuite à la Biscaye et l'Alaba. Voilà. Alors, bien sûr, je dirais des deux côtés, il y a tout de même un point commun, c'est que la progression du basque comme langue acquise, comme langue donnée aux locuteurs, se situe dans les tranches d'âge les plus jeunes. C'est le fruit de l'enseignement. Alors, bien sûr, il est beaucoup plus significatif côté sud que nord, même si côté nord, on va avoir ce décalage que j'ai signalé par rapport aux autres langues régionales en France, mais significatif parce que là, on a un système d'enseignement où, de toute façon, il y a un enseignement comme ailleurs en Espagne, en tout cas pour le catalan, c'est le cas même pour l'occitan de la Banda. Vous avez un enseignement qui, en tant que discipline, à tout le moins, est obligatoire à raison d'un minimum de 3 ou 4 heures par semaine. Et après, côté basque sud, il y a l'enseignement, comme du reste, le reste de la politique linguistique, est traité de façon, je dirais, si je ne me trompe pas, Véronique, à l'intérieur de cette zone administrative, c'est pour coïncider un régime de personnalité. C'est-à-dire, les mêmes mesures sont proposées par tout le monde pour l'enseignement. Alors après, il y a une demande ou pas, mais au résultat, c'est globalement l'enseignement avec basque comme langue d'enseignement première, plus langue d'enseigner, bien sûr, qui domine désormais. Le système bilingue, je ne sais pas où il en est exactement, mais bon, il va être un peu plus développé dans les zones, si vous voulez, sud Alaba, ouest Biscaye, et puis à Bilbao aussi, j'imagine. Et puis, il y a aussi de possibilités qui est tout à fait, qui existent aussi, même si elle s'est réduite dans les faits, d'enseignement, avec espagnol ou castillan comme langue d'enseignement, et le basque au minimum comme discipline obligatoire. Bon. Alors, évidemment, ça produit, attention, il faut relativiser ces chiffres, j'arrête là, sachant que là, je ne l'ai pas inscrit ici, mais si vous voulez, il y a des enquêtes qui ont été faites sur la réalité de la compétence linguistique. Et d'un côté, les jeunes générations sont celles qui connaissent, qui ont une connaissance globale la plus complète du basque, mais sur un plan qualitatif, il y a, par rapport aux premières enquêtes, on a constaté, parce on a fait aussi ce genre d'enquête donc de qualité, il y a une baisse de la qualité de la compétence. Et de fait, un maintien ou une progression même du castillan comme langue spontanée. Alors même que, à tout le moins, le bilinguisme est beaucoup plus généralisé que ça aussi, c'est pas propre au basque, ce sont des phénomènes généraux pour les langues minoritaires. Alors avec des modulations. Alors, un rappel très rapide, mais c'est nécessaire pourtant, le statut du basque. Donc, le basque, vous avez des données qui s'inscrivent, j'espère que vous pouvez les voir sur le tableau. Le basque est une langue co-officielle côté espagnol parce que, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, ce serait un peu long, parce que dans le système, si vous voulez, d'officialité linguistique en Espagne, si vous voulez, il y a le castillan ou espagnol qui est langue officielle selon un régime de personnalité sur toute l'Espagne. C'est la langue de l'État espagnol. Et c'est la seule langue officielle de l'État espagnol, du gouvernement. Donc, et de l'administration sans faute. Après, il y a un régime de territorialité pour les autres langues qui le demandent constitutionnellement, qui l'ont demandé.
Et ces langues ont fondamentalement cette virtualité dans la mesure où elles sont considérées comme étant des langues propres, sous réserve qu'elles soient admises et reconnues comme langues propres par leur communauté autonome, et qui, de ce fait, peuvent demander leur accès à la co-officialité. Ça, c'est en vertu de l'article 3 de la Constitution espagnole de 1978. Et donc, il en a découlé, dans le cas du basque, comme pour d'autres langues, catalan, catalan, galicien, occitan, catalan plus catalan valencien, etc. Et donc, ça s'est décliné tout ça à travers les statuts d'autonomie. 79 pour le SCADI et la Navarre, je crois que c'est, là je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est en 83, je crois. Voilà. Et puis les lois de normalisation linguistique, où là le détail de la mise en application de ces statuts de co-officialité a été établi et diffusé. Donc 82 pour le SCADI, 86 pour la Navarre. Bien. Alors, juste à retenir que dans le cas du Pays basque, donc sud ou espagnol, ce régime-là de co-officialité, il s'est étendu au-delà du territoire linguistique, donc établi par les dialectologues traditionnels. Il s'applique jusqu'aux frontières administratives. Dans le cas de la Navarre, il y a eu un découpage qui a été fait en 3 zones. Donc, il y a eu 3 zones, une bande nord qui est qu'on appelait la montagne, donc où le basque a sa pleine co-officialité juridique, une zone mixte où il n'a que certains caractères d'officialité, et ça sera par exemple dans l'enseignement, c'est la zone où se trouve Pampelune, et puis la zone dite non bascophone, qui est relative parce qu'au départ, on avait inclus des localités comme Tafalia, qui en fait, où le basque a été documenté pratiquement jusqu'au 19e siècle. Et donc, c'est tout le sud de la Navarre jusqu'à l'Ebre. Alors, toutefois, il faut, si vous voulez, cela a été critiqué par, bien sûr, ça fait l'objet de discussions, de débats et de critiques, parce qu'on a vu un frein à la récupération du basque. Toutefois, il faut voir que cet article est tempéré par le fait que les communes de chacune de ces zones peuvent, à la faveur de vote, de votation à l'intérieur du domaine communal, alors je ne sais plus si c'est sous forme de référendum communal ou le conseil municipal. Donc, c'est une majorité. C'est une délibération aux 2 tiers, je crois. Voilà. C'est ça, une délibération aux 2 tiers qui peuvent changer de zone. C'est le cas, je connais le cas, mais c'est pas le seul, d'Olite, qui est passé de la zone non bascophone en 2017 à la zone mixte. Voilà. Olite, zone viticole très Signalons, parmi les institutions, disons, qui sont voilà, qui chapeautent ces politiques linguistiques, l'Académie de la langue basque, qui existe depuis le début du 19e siècle, c'est 1919, je crois. Voilà. Et donc, Académie royale est dotée comme telle, côté espagnol, et puis reconnue d'utilité publique en France. Alors, son rôle a été tout à fait déterminant et efficace pour mettre au point une variété commune de basque appelée donc basque unifié ou scarabatua, et qui a été diffusée dans l'enseignement, qui continue de l'être, et dans l'administration. Bien. Et pour ainsi dire, on peut, par rapport aux autres cas de langue minoritaire, si on met le cas du catalan à part, c'est une standardisation relativement réussie, même si c'est très réussi. Décide cette réussite, je dirais l'utilisation large et dont s'est inspiré assez rapidement aussi finalement la Navarre, même si au début ils avaient tendance à utiliser des termes propres dans l'enseignement.
également, et qui a débordé côté français. Autre signe de réussite, les créateurs, les écrivains. Alors toutefois, bien sûr, elle a une ossature qui apparemment est rigide, académique avec tout ce qu'il y a, mais elle est souple dans son fonctionnement. Elle est d'autant plus souple qu'il y a une tendance, enfin c'est plus qu'une tendance, progressivement, je dirais une variation du Nord qui se diffuse à travers, je pense au dictionnaire Mola Erran, je pense qu'il y a des instruments qui diffusent, mais sur la base, je dirais, consensuelle d'une base commune de cette bande. Alors, évidemment, c'est un outil tout à fait, ça a été un outil tout à fait efficace pour la standardisation du basque et aussi donc la politique linguistique, y compris côté nord, puisque ça fait école, bien sûr, pour côté français. Il faut bien dire aussi, on ne peut pas non plus tout détailler, et moi encore moins n'étant pas bascologue, mais les bases, ce qu'on appelle la base directrice de cet appareil normatif, je dirais, bien sûr, il est très débouchoir, mais il emprunte aussi au Navarro Labordin, aussi, c'est quelque chose qui est reconnu. Alors, tant pis pour les Biscayens, le sous le table, c'est ça le problème de marge. Mais ça les incite à être créateurs. Donc, c'est positif. Alors, ceci dit, il semble bien, moi j'entends ça et puis je le lis, qu'il y a, je dirais, un retour des variétés dialectales qui en quelque sorte, entrent dans la modernité d'une façon ou d'une autre, je dirais, dans notre jargon, en colinguisme avec le batois, conçu un peu comme une nébuleuse, mais tout à fait clairement centré sur ces normes. Alors, il existe aussi depuis 2004 un office public de la langue basque côté français, sur le modèle des autres organismes parapublics sous statut GIP, que l'on a pour le breton, pour l'occitan notamment. Le premier ayant été historiquement celui pour le breton. Alors donc, c'est un organisme qui fédère, qui co-organise tout ce qui concerne principalement les activités d'enseignement, plus quelques activités qui ont trait à la promotion de la langue, à la diffusion de la langue. Parallèlement, je dirais pas forcément en concurrence, mais avec des activités propres, des organismes proprement associatifs, ceux par exemple qui se retrouvent chez Confédération, par exemple. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a, je dirais, par rapport à ça, puisque là on est en lien direct à travers vous, avec la partie nord du Pays Basque, côté français, c'est que pour ma part, j'avais étudié le cas des marges linguistiques pour les langues minoritaires, etc. en général. Et j'étais parti de plusieurs cas de figure. Et le cas de figure basque m'était apparu comme étant assez intéressant et productif dans certaines mesures, alors que les cas de marge linguistique sont, bon, ils ont la particularité des fois d'être, je dirais, voilà, ils sont dans le suivisme, dans la copie de ce qui se fait ailleurs. Alors, on est dans un cas de figure où pris globalement, tout considéré, démolinguistiquement parlant, territorialement parlant, politiquement parlant. En plus, le basque côté français n'est pas du tout langue officielle. Je ne l'ai pas rappelé, il est au même niveau que les autres langues régionales en France, donc langue régionale pour l'enseignement, langue de France pour le ministère de la Culture. Et puis après, il y a progressivement, depuis notamment les dernières modifications constitutionnelles au titre des collectivités territoriales, il a, les collectivités territoriales ont la possibilité de s'investir beaucoup plus qu'avant
dans la promotion de ces langues, ce qui est le cas pour le basque. Et c'est particulièrement significatif, je pense, depuis la création de la communauté d'agglomération Pays Basque, qui regroupe de fait, mis à part deux ou trois communes, je crois, tout l'ensemble du Pays Basque. Plus, ne l'oublions pas, mais bon, on ne peut pas tout voir, quelques communes qui font partie de cet ensemble, qui ont des liens tout à fait historiques, etc., avec le reste du Pays Basque, mais qui sont traditionnellement de langue occitane et gasconne. C'est communes de l'Ado. J'évoquais le cas d'Anglais, qui est le plus significatif dans le BAB. Voilà. Et tout ça, bon, fonctionne. Parce que la communauté prend en charge aussi cette diversité. Mais dans ces configurations transfrontalières, j'avais distingué trois classes. Une classe 1, où la répartition est relativement harmonieuse des deux côtés de la frontière. Il n'y a pas beaucoup de cas, en fait. Il y a, là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais en fait, j'en ai le détail par ailleurs et ça va me revenir. Une classe 2, où une partie du territoire est de toute façon minoritaire, sinon on ne la mettrait pas dans ses marges, mais elle est suffisamment d'importance pour développer une dynamique propre. Et puis une classe 3 où c'est très déséquilibré et où il n'y a pas l'interaction entre la marge et le reste du domaine est peu significative. Alors, grosso modo, si vous voulez, de ce point de vue, on a, par exemple, pour la classe 3, c'est le cas, par exemple, du Val d'Aran, l'occitan aranais côté espagnol, alors que l'occitan est langue officielle, il est même en catalan. Et c'est très, très petit, et de fait, ça n'a pas d'interaction significative. Je dirais, je suis tenté de classer aussi le roussillon, le côté catalan. Voilà. Ça a été analysé d'ailleurs de façon, à mon avis, très convaincante par Amado Bortaï. En revanche, bon, dans le cas du basque, on n'a pas de répartition harmonieuse, mais je crois que ça s'inscrit bien dans la classe 2. Et je finirai là-dessus. Bon, voilà. Alors, bon, je donne quelques détails. Je renvoie un article que j'ai fait, dont je peux vous envoyer la référence. Euh, mais voilà, c'est-à-dire que si, avec ce que j'ai, rien qu'avec ce que j'ai signalé rapidement, je dirais, le développement d'une variante du standard propre à la partie nord, c'est pas notre standard, c'est une variante. Moi, je la vois comme ça. Et ça ne se ferait pas s'il n'y avait pas ce degré d'autonomie de la marge. Il y a, bon, il y a une dynamique quand même économique autour de Bayonne, puisque là, Bayonne s'inscrit aussi dans le territoire basque, dans ce cas-là, d'un point de vue socio-linguistique. Mais bon, ça devient aussi la langue aussi de cette zone, avec un bilinguisme traditionnel et puis un trilinguisme de fait. Et donc, et puis il y a des écrivains, je dirais, il y a eu une presse, il y a un capital. Il y a un capital qui continue à être entretenu, et désormais il y a des institutions. Alors j'ai cité l'OPLP, bon, ça existe, ça fonctionne. Il y a, puis nécessairement, il y a des choses qui se développent, ne serait-ce que parce que c'est dans le cadre français, parce que ça peut pas être autrement. Obligé d'interagir avec les institutions dont vous dépendez aussi. Alors voilà, si vous voulez, ce sont juste, je suis désolé, quelques approches que j'ai juxtaposées, les unes qui rappellent quelques faits connus pour assurer une présentation générale et puis voilà, cette proposition à approfondir, bien entendu, pour prendre en considération je dirais, l'autonomie relative du dynamisme propre des Pays Basque par rapport à ces questions de politique et linguistique et donc d'approche sociolinguistique. Merci Alain. Merci à vous.